Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Le Fonds monétaire international a bouclé sa mission en République démocratique du Congo sur une note positive. Pour cette équipe du FMI qui a séjourné en RDC, une embellie de l'activité économique est attendue au cours des 3 prochaines années en RDC. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis, l'industrie du ciment de la RDC connaît une baisse dans sa production. La Banque centrale du Congo, qui révèle cette information, parle d'une régression des productions de l'ordre des 659 000 tonnes de ciment à août 2022. Les détails à suivre également dans cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sur votre télévision. L'équipe du Fonds monétaire international qui a séjourné en RDC du 19 octobre au 2 novembre 2022 a bouclé sa mission sur une note positive. Une mission qui a consisté à échanger avec les autorités de la RDC sur les perspectives macroéconomiques et financières récentes, les politiques monétaires et budgétaires pour 2023, les défis du secteur financier et les réformes structurelles nécessaires pour continuer à soutenir la stabilité macroéconomique et renforcer la résilience au choc. Regardez. Dans son communiqué de fin d'émission, l'équipe du Fonds monétaire international a conclu sur une note positive de l'économie congolaise, malgré un environnement domestique et extérieur difficile, avec notamment les répercussions de la guerre en Ukraine. L'économie congolaise fait preuve de résilience, la croissance réelle du produit intérieur brut étant prévue à 6,6% en 2022. Le taux d'inflation a atteint 11,7% en glissement annuel à fin septembre 2022, principalement en raison des prix mondiaux élevés de l'alimentation et de l'énergie, rapporte le communiqué du Fonds monétaire international. Selon les projections du Comité permanent de cadrage macroéconomique, il est attendu au cours des 3 prochaines années une embellie de l'activité économique en RDC. Le taux de croissance se situerait à 6,9% en moyenne de 2023 à 2025, contre une moyenne de 4,7% les 3 dernières années, soit une augmentation de 2,2 points. Quant à la croissance pour 2023, elle est projetée à 6,7%, tirée principalement par la branche industrie extractive, dont la contribution sectorielle devrait se situer à 3,09 points pour la croissance,
à 2,32 points et à 2,03 points respectivement en 2023, 2024 et 2025. Elle serait ensuite tirée par la branche transport et télécommunications dont la contribution atteindrait 1,05 points pour la croissance en 2023, 1,08 points en 2024 et 1,1 point en 2025. Défendant le projet de budget 2023 devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait indiqué que l'activité économique de la RDC devrait évoluer dans un contexte d'amélioration des conditions intérieures et des bonnes tenues des cours des principaux produits de base, à la suite du maintien de la croissance en Chine. Au Lualaba, dans l'ex-Katanga, la ville des Kolwezi et ses alentours font face à plusieurs défis sociaux, parmi lesquels la desserte en eau potable. En attendant une solution durable de la Régie des eaux, le gouvernement provincial, chapeauté par Fifi Masuka, a opté pour le forage des puits d'eau afin de soulager la population de cette contrée. On écoute à ces sujets Michel Katamboué, il est un des communicateurs du gouvernement provincial du Lualaba. Depuis sa prise de fonction, Madame le gouverneur est en train d'installer une bonne politique en ce qui concerne la Régie des eaux. Vous savez très bien qu'il y a eu des réunions même dernièrement avec le ministre provincial de l'énergie qui a réuni les responsables de la Régie des eaux pour essayer de desservir la population, surtout en eau potable. En dehors de cela, à part la Régie des eaux, vous savez, ça peut traîner de ce côté-là, mais il y a des puits. Quand vous allez dans la périphérie de Kolwezi, il y a des puits qu'on est en train de chaque fois de creuser pour une bonne eau potable. Il y a plusieurs puits. Vous allez dans la chefferie dans la chefferie de Kazembe, vous trouverez qu'il y a des puits qu'on a forés. Il y a également dans le quartier Jolicite qui est là, il y a des puits qu'on a forés, en attendant bien sûr que la Régie des eaux puisse nécessairement fournir une bonne eau de qualité à la population du Lualaba. Le gouvernement provincial a songé d'abord à cette méthode-là de forage des puits, à travers d'ailleurs toute la province du Lualaba. Vous irez du côté Sandoa, vous verrez qu'il y a des puits qu'on est en train de creuser. Donc c'est presque dans tous les territoires, les 5 territoires de la province du Lualaba, que cette politique a été instaurée par Madame le gouverneur. Et puis dans le reste de l'actualité, quelques urbanistes ont échangé ce mercredi avec le caucus des sénateurs de la ville de Kinshasa dans le cadre de l'élaboration en cours du master planning de la ville de Kinshasa justement à l'horizon 2036 avec pour objectif mettre à contribution leur expertise au regard des défis actuels de la capitale congolaise. C'est un reportage de Grace Luyanga et Pichunzita. Dysfonctionnements autour de l'organisation spatiale, embouteillages ou encore inondations font partie des défis auxquels les urbanistes congolais estiment être capables de remédier. L'urbaniste Joël Kenya explique ici tout le contour de la rencontre. Nous sommes tous ensemble d'observer cet étalement urbain, ces désordres qui s'observent à travers la ville de Kinshasa. De façon particulière, nous déplorons toujours que les urbanistes, sinon les experts de la fabrique urbaine, ne sont pas associés autour des questions qui engagent le développement spatial. Raison pour laquelle nous saluons la démarche de sénateurs. Ils ont voulu initier une démarche qui nécessite la réflexion de l'organisation spatiale. Et bien, ils se sont recourus à l'expertise nationale qui est les urbanistes réunis autour de la corporation. Et la sénatrice Ange Niaka revient pour sa part sur l'importance du projet Master Planning en faveur de la ville de Kinshasa. Le Master Plan, c'est un plan clairement défini avec des objectifs spécifiques pouvant amener, donc bien sûr pour un terme suffisamment long, pouvant amener à la transformation d'une ville. Parce que nous n'allons pas nous voiler la face. Kinshasa, c'est une ville à refaire, un esprit urbain à reconstruire. Et c'est dans cette dynamique que nous avons proposé le Master Plan. Il est prévu dans ces projets Master Planning 5 piliers importants pour le développement global de la ville de Kinshasa. Il s'agit du financement, de l'aménagement urbain et infrastructure, du transport, de l'éducation et tourisme, puis enfin de l'administration.
Sur initiative du gouvernement central, un projet de loi visant à préserver les petits commerces aux nationaux sera bientôt déposé au Parlement. L'idée est celle de mettre fin à la concurrence déloyale entre les Congolais vendeurs en détail et les grossistes étrangers. Pour Francis Ngataba, chef des travaux à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, cette loi est importante. Le gouvernement de la République doit s'impliquer davantage pour son examen rapide au Parlement. Il a dit au micro de Claude Kungu et Joe Manana. Bon, en fait, c'est une très bonne décision, mais seulement, nous pourrions dire que nous en avons déjà eu dans ces pays de telles décisions. Peut-être qu'il va falloir renforcer l'application de ce genre de définitions à travers ces projets de loi, mettre plus d'accent sur la contrainte qui doit exister entre l'application en fait, de cette loi sur terrain, parce que la plupart de lois souffrent d'insuffisance au niveau de l'application. Dans un premier temps, la loi peut être mise sur pied, mais dans un second temps, nous-mêmes les Congolais, les nationaux, vont favoriser éventuellement l'inefficacité de cette loi à travers certaines combines que nous connaissons qui autrefois existaient, notamment dans plusieurs secteurs d'activité où vous trouverez les Congolais associés avec les nationaux, facilitent éventuellement ces nationaux pour exercer telle ou telle autre activité commerciale. La théorie moderne du développement voudrait que les petites et moyennes entreprises puissent booster le développement de certaines nations, d'autant plus que on a constaté que les mesures, sinon les financements du Fonds monétaire international et même de la Banque mondiale seraient inadaptés éventuellement à certaines nations. Et donc, il va falloir que ces différentes nations qui autrefois auraient souffert de l'assistance des programmes d'ajustement structurel, du programme des pays pauvres très endettés, puissent passer éventuellement l'éponge par la création ou l'émergence de petites et moyennes entreprises, tout comme de petites et moyennes industries, afin de pouvoir booster le développement peu à peu d'une nation. Et puis, depuis sa nomination en juillet 2020 par le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuelle direction de l'Inspection générale des finances a su proposer des réformes pour justement renforcer la lutte contre la corruption et implémenter une nouvelle gouvernance. Des efforts qui ont en tout cas valu plusieurs récompenses et encouragements nationaux et internationaux à ce service public de l'État en RDC. Partout où on parle finances publiques, l'inspection générale des finances est à ces jours incontournable. Ces actions sont portées à cœur dans le milieu populaire, tout comme dans les bureaux des experts. Par exemple, après l'accord trouvé entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international concernant le plan de financement de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans, l'FMI, à travers son représentant, a dit ses éloges à l'endroit de l'inspection générale des finances dans le sens d'encourager l'énorme travail abattu. Il a témoigné la confiance portée à l'action de l'IGF en présentant en parallèle à l'ensemble du corps des inspecteurs de finances les contenus de l'appui du FMI au programme économique du gouvernement. Au regard de l'importance des contrôles de l'IGF, l'FMI estime que celles-ci peuvent améliorer la qualité de vie des Congolais. C'est ainsi que les travaux de l'IGF face à la lutte contre les détournements des fonds et la corruption sont présentés comme une contribution sérieuse et rigoureuse. En outre, les bureaux des affaires internationales dans les domaines des stupéfiants et de l'application de la loi du département d'État américain s'est toujours dit reconnaissant envers l'inspection générale des finances pour ses contributions importantes. C'est également grâce au travail de l'IGF que le département d'État américain a repris la République démocratique du Congo parmi les 15 pays au classement 2021 du niveau de transparence budgétaire du pays africain, avec mention progrès significatif. L'IGF y a beaucoup contribué, notamment par ses missions auprès des régies financières. L'inspection générale des finances s'est investie en tant qu'instrument des contrôles des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions de l'État. Pour cela, en septembre 2022, son inspecteur général des finances, chef des services Gilles Alinguete, a obtenu auprès des Forbes Best of Africa à New York les prix des champions de lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique pour son combat acharné contre les prédateurs des finances publiques et la lutte
contre la corruption. Dans le reste de l'actualité, jugé recevable et envoyé au Sénat pour une seconde lecture, le projet de budget exercice 2023 de la RDC est chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Dans ce reportage, les Quinois rencontrés encouragent les efforts fournis par le gouvernement et considèrent en tout cas que la sécurité, le social, la santé et l'éducation doivent être des priorités. Regardez. Dans la présentation de l'économie de ces textes, le Premier ministre a souligné que le budget 2023 est élaboré dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et de Kwamouth dans les Maïndombe. Le 14,6 milliards de dollars américains de ces budgets jugés recevables à l'Assemblée nationale devrait donc être affecté prioritairement au secteur de la défense, sécurité, des infrastructures et du social pour répondre efficacement aux problèmes de la population. Les attentes de cette population, les Quinois eux-mêmes en parlent. Qu'ils construisent des chemins, qu'ils améliorent la vie de la population. Avec la situation de notre pays, tout est prioritaire. Qu'ils envoient beaucoup d'argent du côté sécurité pour maintenir la paix à l'Est. Côté santé, qu'ils pensent à la vie sociale de la population et qu'ils investissent dans l'armée afin de permettre au maintien de la paix à l'Est. Le président connaît nos problèmes. Nous attendons voir le résultat. Le projet du budget 2023 jugé recevable à l'Assemblée nationale, il monte au Sénat pour une seconde lecture. Dans l'entretemps, la population congolaise attend de répercussions dans le panier de la ménagère. Et je le disais dans l'entame de cette édition du journal, la production du ciment en République démocratique du Congo est en baisse au cours de la période allant du 1er janvier au 31 août 2022. À en croire la Banque centrale du Congo, cette baisse des productions est de l'ordre des 659 000 tonnes de ciment. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage. Les industries du ciment de la République démocratique du Congo ont réalisé une production de 947 000 tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2022. Ces données sont de la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques du mois d'octobre. À en croire ce document, la production du ciment est en baisse au cours de la période sous analyse par rapport à la même période de l'année 2021, où la production a été évaluée à hauteur de 10 606 tonnes, renseigne la même source. La Banque centrale du Congo révèle également une baisse de production de l'ordre de 659 000 tonnes de ciment en 8 mois de l'année en cours. À en croire ces données, pour toute l'année 2021, le volume de production du ciment de la République démocratique du Congo s'est établi à hauteur de 16 079 tonnes. À ce jour, le pays fait face à un déficit dans la production du ciment. Dans certaines provinces du pays, un sac de ciment s'est négocié jusqu'à 30 dollars américains, alors que le prix à Kinshasa est autour des 15 dollars. Un écart des prix dû essentiellement aux difficultés d'accès dans certains coins du pays, totalement enclavés, où il faut déployer beaucoup de moyens pour y transporter les marchandises. Venons-en maintenant à cette interrogation. Qui peut mesurer aujourd'hui les conséquences économiques causées au quotidien par les embouteillages dans la ville de Kinshasa? Le retard pour se rendre au lieu de travail, difficulté d'arriver en tout cas au bureau à temps ou encore difficulté de se rendre à la banque pour des dépôts importants. La liste est encore longue. Nos reporters Philou Chiloba et Ruben Manata ont arpenté quelques grandes avenues de la capitale pour constater et recueillir les avis des Quinois, premières victimes de cette situation. Les embouteillages ou les bouchons sont présentés par plusieurs experts comme un facteur perturbateur des échanges économiques. Dans la capitale congolaise, une mégalopole de près de 20 millions d'habitants largement dominée par l'informel,
Certains rapports soulignent les effets néfastes des embouteillages dans les ralentissements des activités économiques. À Kinshasa, plusieurs facteurs sont à la base des bouchons dans les grandes artères. Quelques passants approchés le long du boulevard du 30 juin détaillent quelques-uns. Il faut qu'on puisse faire agrandir des routes dans des façons qu'on puisse permettre des gens qui font des transports en commun de bien circuler facilement. Et puis les gens là qui sont en route, les gens qui aident des taximens à bien circuler dans des routes, à ne pas le déranger avec de l'argent. Vous pouvez voir comme ça, il y a des embouteillages, mais lorsque les policiers poursuivent cet embouteillage, ils trouvent qu'il y a un camion là qu'on a arrêté au devant pour qu'on puisse payer si c'est 500 francs ou 1500 ou l'argent des taxes. Nous sommes obligés d'être debout à 4 h du matin pour arriver à ville à temps. Notons aussi que les embouteillages sont l'une des causes de la hausse du transport en commun, d'où il faut revoir son budget. Donc on sentit que aux ambongo mukie mais aux sala na ville netinga longa kobanda ipenti na ville chaque jour. La régulation efficace des avenues à grande circulation, notamment lors des heures de pointe, et la multiplication des routes secondaires ou des secours sont présentées comme quelques-unes des solutions pour remédier aux embouteillages monstres de la capitale congolaise. Place à présent à la revue de presse et l'élu est sélectionné pour vous par Betty Tamfumo. Bonsoir, c'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique 4 54 255 906 $ américains de investissements directs étrangers de janvier à octobre 2022. En effet, note le journal, c'est le montant global de 93 projets d'investissement direct étranger qu'a bénéficié la République démocratique du Congo de janvier en octobre 2022. De même, écrit le journal, 7859 emplois ont été créés au cours de la même période sur l'ensemble du territoire national, rapporte la source qui révèle que sur le 26 provinces du pays, il y en a 19, précise le confrère, ont vu les investissements se réaliser dans leur espace, mais de manière disproportionnée. Le confrère cite les provinces telles que le Kasaï central, les Maïndomé, le Bawele, le Kwango, les Olomami, la Lomami n'ont enregistré, note les confrères, d'aucun projet dans leur espace, précise la même source. Elle souligne du reste que les efforts de promotion devront être multipliés pour attirer les investissements dans ces coins de la République en vue de contribuer à la création de richesses et d'emplois. Les confrères précisent que l'ANAPI est un établissement public ayant pour entre autres mission la promotion des opportunités spécifiques des investissements et plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des affaires au pays et l'accompagnement administratif des investisseurs qui décident d'établir ou d'étendre leur activité économique sur le territoire national, conclut le journal. Sonaïdroc, les mandateurs accusés de se taper de salaires colossaux, c'est les grognons qui nous informent ainsi. Le journal note, entre le syndicat de travailleurs de la Société nationale des hydrocarbures du Congo et les comités de gestion, SAPAI et SAREPAI. En effet, précise le confrère, qu'au mois d'avril dernier, le travailleur représenté par leur banque syndicale d'un côté et le comité de gestion de l'autre avaient tricoté ensemble un accord à l'issue d'une grande commission ad hoc relatif à un nouveau barème salarial intérimaire, lequel renchérit le journal tout en prenant en compte la tension salariale incluée mandataires, cadres et agents. Alors que les uns et les autres attendaient impatiemment la mise en exécution de cette convention, insiste le journal, au lendemain de son adoption, voici que le comité de gestion et les conseils d'administration s'écolent déjà de colossaux salaires conformes au barème arrêté dans l'accord. Le confrère renchérit que le DG touche $8 000 mensuellement, alors que son adjoint
caracole avec 7 000 $. Le président du conseil d'administration, lui, s'est contenté de 3 600 $ américains, pendant que le membre du conseil d'administration se tape chacun 2 458 $. Mais ce qui est le plus révoltant, c'est la tension salariale entre le mandataire et les cadres, précise le confrère. Il note alors que le traitement du directeur le plus gradé a plafonné à 1 500 $, le net mensuel à payer de l'argent de mois classifié se monte à 190 $. Ce qui a poussé, notent les confrères, Médard Simbi, le patron du syndicat de travailleurs, à faire remarquer par ailleurs au chef de l'État le désagrément susceptible de découler de cet apartheid salarial, conclut le journal. Voilà tout pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Au bonsoir chez vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. L'équipe du Fonds monétaire international qui a séjourné en RDC a bouclé sa mission sur une note positive. Pour cette équipe du FMI, une embellie de l'activité économique est attendue au cours des 3 prochaines années en RDC. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, l'industrie du ciment de la République démocratique du Congo connaît une baisse dans sa production. La Banque centrale du Congo, qui révèle cette information, parle d'une régression de production de l'ordre de 659 000 tonnes de ciment à août 2022. Les détails, vous les avez également eus dans cette édition du journal. C'est la fin complète de cette édition. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur votre télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.